Normalement, tout le monde voit mon écran. Et donc, l'objectif de ce webinaire, alors on va prendre une demi-heure ensemble. C'est un temps qui est important. On a eu énormément de questions depuis vendredi dernier, depuis que la circulaire du CSN a été envoyée avec en fait cette nouvelle façon d'effectuer votre devoir de vigilance sur LCBFT et également de collecter vos émoluments en lien avec cette activité. Donc, on va être là pour y répondre aujourd'hui. L'objectif, du coup, c'est d'abord, on vous présente les nouveautés liées à cette circulaire et ensuite, on va vous présenter comment nous, en fait, on fait évoluer Maestro pour mettre à jour notre outil et que vous soyez en conformité. Les changements que vous allez voir à l'écran, vous allez les voir un peu en avant-première. Ils seront disponibles dans l'outil lundi 1er juin. On est prêt aujourd'hui en termes de développement, mais on a préféré attendre lundi 1er juin pour avoir une facturation hyper clean sur à la fois mai et juin et un changement qui soit facilité pour les comptables. Pensez pour tous les comptables qui sont sur ce webinaire et qui ont plein de choses à gérer en ce moment. Donc, le changement sur LCBFT est une chose de plus et on va vous aider à rendre cette transition facile. Sur la communication, donc je pense que vous l'avez tous vu, vous êtes presque une centaine, c'est super. Vous avez le petit chat en bas à droite, donc n'hésitez pas à mettre vos questions sur ce chat. Surtout, il n'y a pas de questions bêtes, on est là pour vous aider sur tous les sujets qui vous viennent à l'esprit. Alors, on va commencer par parler de cette fameuse circulaire et de ce qu'elle clarifie. Alors déjà, première chose, parce qu'on a eu beaucoup de questions. Est-ce que la circulaire est authentique? Oui ou non? On n'a pas eu de circulaire signée, etc. Donc, la circulaire signée, je vous la montre. Elle est là. Elle existe bel et bien. Alors, je vais scroller jusqu'au bout pour que vous voyez la signature de votre président. Il est ici. Donc, effectivement, voilà, c'est un document qui est officiel. Nous aussi, on s'est posé des questions vendredi quand on a reçu la circulaire non numérotée et non signée. On a immédiatement contacté le CSN pour s'assurer que c'était effectivement quelque chose qui venait bien de chez eux et que ce document était authentique. Et donc, évidemment, si ça n'avait pas été le cas, on n'aurait pas eu cet échange aujourd'hui. Donc, ce que cette circulaire va venir clarifier, c'est en fait ce que vous devez faire en tant que notaire en matière de LCBFT sur vos dossiers. Et ce qui est un peu nouveau, c'est que la circulaire, en fait, elle distingue deux rôles. Elle distingue la situation où vous êtes notaire instrumentaire et celle où vous êtes notaire en second. Donc, récap rapide pour ceux qui n'auraient pas lu entièrement la circulaire jusque-là. Le notaire instrumentaire, en réalité, il va effectuer les démarches au titre du gel des avoirs. Maintenant, il y a une distinction entre la partie gel des avoirs et la partie LCBFT. Alors, je vous l'accorde, c'est le même sujet, mais la circulaire établit cette distinction entre ces deux démarches différentes. Donc, au notaire instrumentaire revient la charge de, évidemment, effectuer le gel des avoirs dans le dossier, donc de s'assurer qu'aucune des parties à l'acte avec qui il y a un échange, un mouvement de fonds, n'est susceptible de faire l'objet de mesures de sanctions au titre du gel des avoirs. Et puis, parce que la circulaire rassemble sous la thématique LCBFT, et on nous donne des exemples, on nous parle notamment de recherche sur Google, on nous parle de détection de personnes politiquement exposées via des bases, par exemple, comme Dow Jones. Donc ça, c'est le rôle du notaire instrumentaire, et le notaire instrumentaire va percevoir des émoluments au titre de ces deux vérifications. Je regarde déjà s'il y a quelques questions. Non, pas encore. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat directement au fil de l'eau. Et dites-moi surtout si jamais vous connaissez déjà ce sujet par cœur, peut-être que vous avez déjà tous compris la distinction entre notaire instrumentaire et notaire en second, puisque c'est le deuxième bloc, donc en termes de ce qui va changer dans votre rôle, si vous êtes notaire en second. Dans ce cas-là, vous êtes censé uniquement vérifier le gel des avoirs lorsqu'il y a des mouvements dans votre comptabilité, donc des virements qui rentrent ou qui sortent, parce que là-dessus, vous avez une obligation de résultat. Et Tracfin, effectivement, n'opère pas de distinction entre le notaire instrumentaire ou le notaire en second sur ces sujets-là. En revanche, vous ne pouvez pas percevoir d'émoluments liés à ces démarches. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est nouveau, qui a surpris certains notaires. On a eu plusieurs échanges avec certains d'entre vous depuis lundi. Il y avait beaucoup de questionnements autour de ça. Nous, de notre côté,
on sait que voilà, il y a des chambres qui ont été saisies pour répondre à cette question-là. De notre côté, quand on lit la circulaire, ça nous semble vraiment peu ouvert à l'interprétation. Ce point-là nous semble certain. Donc, effectivement, il n'y a pas d'émolument lorsque vous êtes notaire en second. Dans tous les cas, et ça, c'est quelque chose qui est bien rappelé par la circulaire, la vigilance, elle doit être constante. Donc, on vous réfère à un article du Code monétaire et financier sur ce point qui rappelle que, en fait, en tant que notaire, on attend de vous que vous effectuiez la vigilance, en fait, ces contrôles, que vous actualisiez les connaissances que vous avez sur vos clients tout au long de la vie du dossier. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en ayant choisi Maestro, c'est déjà quelque chose qui se fait automatiquement de votre côté. Alors, une bonne question de Céline déjà, sur est-ce que le BODAC fait partie du LCBFT? En fait, c'est la slide suivante et j'y viens. C'est exactement le sujet. Alors, vous avez vu qu'il y avait un nouveau mode de calcul des émoluments. Donc, ce que la circulaire va clarifier, c'est que pour les deux démarches, gel des avoirs et LCBFT, vous avez en fait un émolument de 56,60 € hors taxe qui doit être multiplié par, et c'est un petit peu l'innovation de cette circulaire, le nombre de groupes de parties à l'acte. Donc, la circulaire donne un exemple, groupe acquéreur, groupe vendeur dans une vente immobilière égale 2 groupes de parties. Donc, si je fais le gel des avoirs sur les 2 groupes de parties, je prends 56,60 € multiplié par 2 égale 113 €. Même chose sur LCBFT. Nous, au titre du BODAC, effectivement, la circulaire ne mentionne pas vraiment le BODAC en tant que tel. Il fait partie des annexes qui sont liées à cette circulaire en tant que source supplémentaire à aller vérifier si jamais voilà, vous en avez besoin. Nous, notre compréhension à ce stade, c'est que le BODAC fait toujours l'objet d'un émolument de 11,32 € qui est a priori du coup inchangé. On a quand même posé la question au CSN parce qu'on aimerait être 100% sûr, mais moi honnêtement, quand on lit la circulaire aujourd'hui, c'est l'interprétation qu'on en fait et c'est le choix qu'on a fait jusqu'à contre-ordre. Si jamais un jour, évidemment, le CSN clarifie en disant non, finalement, c'est intégré entièrement dans les monuments LCBFT, eh bien, pas de souci, on fera la modification. Mais à ce stade, c'est pas ce que l'on comprend du texte qui est sorti. Est-ce que déjà, je vais m'arrêter là sur cette première partie. Alors, je vois… Ah oui, merci beaucoup Fabien. Effectivement, je suis allée trop vite. 237,72 €. Vous verrez que c'est le bon chiffre dans Maestro. Alors, pour une donation, vous estimez combien de groupes? Alors là, on va rentrer dans les sujets que la circulaire ne clarifie pas. Donc, cette circulaire, elle laisse quelques sujets qui sont en suspens. On a transmis donc une liste de questions aux instances. On a parlé du BODAC, mais je vous parle également du nombre de groupes. Nous, on a échangé avec plusieurs notaires ces derniers jours. Donation, ça nous semble assez logique qu'il y ait donataire, donateur, et que du coup, il y ait 2 groupes. OK. Succession, pour nous, chez Maestro, ce qu'on anticipe, c'est plutôt un seul groupe, parce que ça nous paraît un peu dur de faire du défunt un groupe. Donc, on préfère plutôt parler du groupe des ayants droit. Évidemment, on a eu une réflexion sur jusqu'où est-ce qu'on pouvait aller. Certains notaires m'ont dit, en fait, en réalité, moi, je peux avoir besoin de 4 groupes, prêteur, caution, emprunteur et acquéreur, vendeur. Pourquoi pas? Ça, c'est vraiment, en fait, on va dire que ça va être vous et votre pratique et votre jugement, puisque la circulaire, effectivement, vous laisse, en fait, juge là-dessus. Donc, Gilles, effectivement, vous nous dites effectivement que c'est déjà beaucoup. Oui, on est d'accord. On est d'accord, c'est déjà beaucoup et c'est effectivement une question que beaucoup de notaires nous ont posée et qu'on s'est posée nous-mêmes. Alors, c'est aussi un peu contrebalancé par le fait que du coup, il n'y a plus d'émolument lorsque vous êtes notaire en second. Donc, ça va dépendre de la proportion des dossiers dans lesquels vous êtes effectivement notaire en second, mais ça va avoir un impact qui va être important sur… J'adore parce que vous me posez des super questions. Ça va avoir un impact important effectivement sur vos émoluments. Pour un divorce, ça, c'est la question à 1 000 €. Pour le divorce, en fait, et du coup, ça me permet de faire le lien avec la question précédente. On s'est posé la question pour la donation entre époux. Pour la donation entre époux, ça se discute, un groupe ou 2 groupes. Pour le divorce, idem.
Pour moi, en fait, en réalité, théoriquement, c'est plutôt 2 groupes, mais j'entends tout à fait qu'on puisse se dire en réalité, voilà, on n'a pas envie forcément de charger les choses et on va décider que c'est un groupe puisque ce sont des époux qui divorcent. Voilà, là-dessus, c'est votre jugement. Alors, on vous dira évidemment dès qu'on aura une clarification sur ces sujets. Ce que l'on a fait, je vais vous montrer ce qu'on a fait dans Maestro. On vient en fait vous suggérer quelque chose, mais vous avez toujours la main. C'est hyper important pour nous, comme d'habitude dans notre outil. En fait, on ne vient pas se substituer à votre jugement, on vient vous proposer quelque chose qui vous fait gagner du temps et qui vous sécurise. Et ensuite, c'est vous, vous êtes tout à fait libre de changer. Alors, donc sur cette partie-là, Marion, je vois que vous nous dites Bodac est taxé par groupe et par fichier, commercial et perso. Alors, moi, je ne suis pas sûre. Franchement, là-dessus, vraiment, je vous dis dès qu'on a une clarification, mais j'ai l'impression que ça s'oriente plutôt sur un seul. Donc, à confirmer. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je vous montre l'impact dans Maestro et la façon dont ça va changer demain, demain, lundi 1er juin, du coup, et que vous puissiez nous faire nos retours là-dessus. Je laisse 30 secondes si quelqu'un a une question supplémentaire. Super, bah écoutez, ça a l'air clair. Génial. Donc, c'est parti. Je vais changer d'écran. Et vous allez reconnaître l'interface Maestro, que vous connaissez tous. Alors, on s'est vraiment posé la question, évidemment, de comment est-ce qu'on intégrait tous ces changements-là. Notre but, ça a été d'aller vite parce qu'on voulait être en conformité. Et donc, on a travaillé de façon un peu plus étroite et j'en profite pour les remercier avec 2 notaires et 5 comptables à qui on a fait des petites démos des changements qu'on avait mis en place dans l'outil pour s'assurer que ça collait en fait à votre pratique et à vos attentes. Ça peut effectivement ça peut évoluer en fonction des retours aussi que vous nous faites aujourd'hui, mais a priori, on est sur quelque chose qui, en fait, va garder la fluidité que vous connaissiez dans l'outil, mais en même temps va vous permettre d'être conforme avec cette réforme. Alors Lydie, bonjour Lydie, j'espère que tout va bien à Rosiers. Et pour les petits actes, il n'y a pas de demande de Maestro. Effectivement, alors quelque chose comme un testament. À partir du moment où il n'y a pas de flux financier, voilà, on va pas forcément effectivement aller chercher à faire une vigilance LCBFT. Le testament, c'est exemple parfait, l'apostille, des choses comme ça. Sur la donation entre époux, ça peut se discuter parce qu'il y a des flux. Il y a des flux. À partir du moment où l'argent change de main, voilà, potentiellement, c'est à vérifier. Alors, du coup, via Maestro, donc qu'est-ce qui va changer demain? Vous reconnaissez cet onglet. Je vais déjà vous montrer le tableau de bord d'éveil. Sur le tableau de bord d'éveil, il y a quelque chose qui a changé. Et alors là, je vous laisse deviner. Et le plus rapide va me dire dans le chat qu'est-ce qu'il repère qui est différent sur ce tableau de d'habitude. Quel élément nouveau vous avez? Ah, le cochon. Génial. Bill, Enna, tout à fait. Alors, 2 choses. Donc, le petit cochon, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, c'est une fonctionnalité qu'on a lancée il n'y a pas très longtemps, à la demande d'une étude à Paris, mais qui finalement, en fait, a pas mal essaimé. C'est une fonctionnalité qui est différente, qui ne touche pas à cette réforme, mais en fait, qui vous aide à voir et à marquer dans Maestro lorsque vous avez taxé les émoluments, lorsque vous avez taxé le dossier. En fait, ça permet au comptable de ne pas perdre le fil et de ne pas oublier de taxer quelque chose. Et donc, je vous montrerai juste après comment est-ce que vous pouvez arriver à avoir cette petite tirelire qui vous permet d'être sûr de ce que vous taxez. Le NA, exactement. Le NA, ça veut dire que vous n'avez pas d'émolument et vous n'avez pas d'émolument parce que vous êtes notaire en second. Et c'est ce que vous voyez ici. Quand je passe ma souris ici, j'ai le message « Vous êtes notaire en second ». Donc ça, et j'en parle à la fois pour vous, mais pour vos équipes autour de vous, lorsque la semaine prochaine, Maestro aura changé et que vous aurez peut-être des questions, vous serez probablement un peu les référents parce que vous avez fait partie de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas si quelqu'un se pose la question. Tiens, il n'y a pas d'émolument sur cette veille. Première chose à vérifier, est-ce qu'on était instrumentaire ou est-ce qu'on était notaire en second?
Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir lancer votre veille? Donc, je clique ici, vous avez l'habitude, je vais reprendre mon fameux dossier de vente Malo Lunaire, on ne se refait pas, on est toujours breton. Et donc là, vous voyez que l'interface a légèrement changé. On vous demande d'abord, est-ce que vous êtes notaire instrumentaire ou notaire en second? Notaire instrumentaire égale Maestro va lancer une veille complète, comme d'habitude, ok? Il n'y a rien qui change. Notaire en second, par contre, on ne va lancer que la vérification qui vous est demandée, à savoir une veille sur le gel des avoirs uniquement. Donc ça, par définition, ce sera effectivement présélectionné, ce sera présélectionné en notaire instrumentaire. Vous aurez évidemment la possibilité de le changer. Si vous êtes notaire instrumentaire, vous aurez ensuite la possibilité de sélectionner le nombre de groupes de parties à l'acte. Alors, je précise, comme vos collaborateurs, vos collègues seront peut-être un petit peu perdus, on sait que cette circulaire, elle est nouvelle. Vous voyez ici, on a mis des petites bulles d'information un petit peu partout qui vont permettre à ceux qui n'ont pas suivi ce webinaire ou qui n'ont pas été au courant des changements liés à la circulaire, de pouvoir se repérer et de comprendre pourquoi est-ce que c'est important d'indiquer le rôle de l'étude dans ce dossier. Idem sur le groupe de parties à l'acte. Ici, on va proposer une petite explication qui va vous permettre d'être guidé. Donc, à partir du moment où Maestro va détecter, par exemple, que c'est une vente, on va vous suggérer 2 groupes, mais vous êtes évidemment libre de faire ce que vous voulez et de choisir le nombre de groupes. Pour l'instant, on a capé le nombre de groupes à 4 parce qu'on n'a pas trouvé de configuration dans laquelle ça pouvait être plus que ça et on veut aussi éviter qu'il y ait des abus. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne constate pas aujourd'hui sur Maestro, mais on n'est jamais à l'abri. Et l'idée, c'est que l'outil serve à refléter fidèlement la volonté de vos instances sur la taxe. Si jamais un jour quelqu'un veut me soumettre un sujet, un dossier à 5 groupes, allez-y, n'hésitez pas. On n'a pas votre connaissance métier. Donc, si un jour vous vous dites non, mais si, moi j'ai besoin du 5, vous me le dites et on fera les changements. Donc là, effectivement, comme d'habitude, j'ai mon groupe qui est sélectionné. Et là, ça ne va rien changer au reste en fait de Maestro. Je vais pouvoir lancer ma veille classiquement. Ce qui va changer, une fois que la veille est lancée, c'est à quoi ressemblent les émoluments qui sont collectés. OK? Donc là, on va aller… Alors, je vais faire une toute petite pause avant parce que je crois que j'ai vu une question. Alors, donc effectivement, bonjour maître. Donc, pourrez-vous préciser exactement quand nous devons lancer la veille? Donc effectivement, c'est à l'ouverture du dossier. Évidemment, c'est à l'ouverture du dossier, c'est mieux. La bonne pratique, c'est de le faire dès que vos fiches clients e-notes sont remplies, en fait, concrètement. Alors, vous savez que Maestro effectue une veille continue. Donc, si jamais vous avez un nouveau client qui se rajoute dans votre dossier, on va l'intégrer automatiquement le jour d'après dans vos recherches. Idem, si vous modifiez une fiche client, même chose. Lorsque vous modifiez votre fiche client, on vient détecter automatiquement qu'il y a une modification sur la fiche. Donc, la bonne pratique, c'est de le faire en amont de votre dossier parce que ça vous enlève de la charge mentale, que ça vous protège mieux, ça protège l'étude et ça vous laisse le temps de vous retourner si jamais vous détectez une situation qui est anormale. Alors, la deuxième question, elle est très intéressante. C'est, je comprends que une fois que la veille est lancée, comme ce que vous voyez à l'écran, pourquoi est-ce que, si c'est une veille continue, j'ai besoin d'un nouvel export de la fiche de vigilance? Alors, ce n'est pas la fiche de vigilance. Avant, on vous demandait d'avoir un nouvel export de vos résultats avec tout un système. On vous demandait de prendre des captures d'écran, etc., d'avoir ouverture, signature, clôture. Je pense que ce que la circulaire ici vient clarifier, c'est que vous avez une obligation de vigilance constante. En revanche, là où avant, vos émoluments étaient liés au fait d'avoir la preuve de vos exports à l'ouverture, à la signature, à la clôture, là, la mécanique des émoluments est différente. Et donc, pour nous, ce que l'on imagine, c'est plutôt que vous n'avez pas besoin de réexporter vos résultats. Vous êtes toujours libre de le faire sur Maestro. Vous pouvez le faire si ça vous rassure, si c'est quelque chose qui est important pour vous et que ça correspond à votre process à l'étude, aucun souci. Il n'y a rien qui change là-dessus. Vous êtes toujours libre d'exporter vos résultats à nouveau. En revanche, comme vous n'avez pas besoin d'exporter 3 fois vos résultats pour justifier de vos 3 consultations et 3 émoluments de consultation, eh bien, dans ce cas-là, nous, ce que l'on pense faire plutôt, c'est vous exporter un petit récap en PDF. Alors ça, ce n'est pas encore en production.
Je prends un peu d'avance, mais c'est quelque chose qu'on va faire. On va vous, en fait, au moment où on clôt la veille, on viendra vous exporter un petit PDF justificatif dans eNote qui viendra dire la veille sur ce dossier, elle a couru de telle date à telle date et Maestro a vérifié tel fichier. Et ça vous permettra en fait d'avoir un justificatif dans eNote. Vous l'avez aujourd'hui dans Maestro, puisque les veilles qui sont clôturées, elles sont toujours accessibles via Maestro et vous avez exactement le temps pendant lequel elles ont été actives, mais on va également vous exporter ça dans eNote. Alors, j'ai des questions dans les successions. Je vais revenir sur le coup dans la veille en second. Je vais y revenir juste après. Vendeur, conjoint du vendeur, acquéreur, prêteur, caution, 5 groupes. Ok, vous me posez une colle. Vendeur, conjoint du vendeur, pour moi, c'est pas forcément 2 parties. J'aurais tendance à dire que c'est une partie, mais à débattre. Dans les successions, lorsqu'on paie les factures, est-ce qu'on doit faire la manip du gel des avoirs? Alors, c'est en ça que effectivement, le sujet est un peu embêtant quand vous êtes notaire en second parce que oui, vous avez une obligation de résultat sur le gel des avoirs. Et donc, alors, par contre, quand vous payez des factures, en réalité, non. Parce que là, c'est de l'argent qui est déjà arrivé dans votre comptabilité. Donc, vous avez fait le gel des avoirs au moment où, par exemple, vous avez reçu les fonds en compta. Et en revanche, vous allez payer un fournisseur, par exemple, je dis n'importe quoi, un EHPAD, cas classique de règlement de facture dans la succession, ou EDF. Là, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous payez un EHPAD, vous payez EDF. Là, il n'y a pas de logique à faire le gel des avoirs. Donc effectivement, Fabien, effectivement, nous, c'est dans cet esprit-là qu'on souhaite faire ce récap. C'est pour que vous l'ayez en inspection au moment où la veille est clôturée. Pour vous répondre, Mélanie, sur comment est clôturée la veille, 3 façons aujourd'hui, de 3 façons différentes. Soit vous l'avez clôturée dans eNote ou dans signature, parce qu'on est aussi intégré à signature. Nous, on va venir détecter que le dossier est clôturé dans eNote ou dans signature et on clôture automatiquement la veille. Deuxième façon de clôturer une veille, vous avez ici le petit bouton qui vous permet de stopper la veille et de la reprendre lorsque vous voulez. Donc là, à partir du moment où elle est stoppée, elle apparaît comme ceci sur mon écran. Et vous voyez qu'elle est grisée. Et effectivement, on me dit, ma veille a duré 2 jours. Dernière façon de clôturer une veille, Maestro va venir détecter, si jamais on détecte une période prolongée de 6 mois pendant laquelle votre dossier est inactif dans votre LRA, eh bien, on va automatiquement clôturer la veille de notre côté parce qu'on considère qu'en fait, il ne se passe rien sur le dossier. Donc, on clôture la veille et vous avez évidemment la possibilité toujours de la reprendre à n'importe quel moment depuis l'interface Maestro. Je vais m'assurer que je fais attention au temps, donc je vais m'assurer que je vous montre d'abord l'onglet des émoluments avant de reprendre le fil des autres questions. Alors, on est en veille instrumentaire. OK? Donc, vous avez lancé cette veille en tant que notaire instrumentaire. On vient ici vous rappeler la nouvelle façon de calculer les émoluments. Et donc, vous avez ici la charge étude qui ne change pas, qui est de 19 € hors taxe. Ça reste quand vous êtes notaire instrumentaire via Maestro, notre tarif n'évolue pas. Et ici, vous avez le projet de taxe indicatif et donc le 237,72, c'est les 2 centimes que j'avais oublié tout à l'heure, 72 € hors taxe. Et comment est-ce que ça se découpe? Vous avez donc le gel des avoirs, le LCBFT et le BODAC jusqu'à contre-ordre qui pour nous reste séparé. En tout cas, c'est ce qu'on comprend à ce stade. Donc là, vous voyez 56 € fois 2 groupes, 113,20 € et donc un total qui est de 237,72 €. Et là, vous voyez que j'ai coché la fameuse petite case qui me permet de noter cet émolument comme taxé. Et c'est ça qui fait apparaître, hop, le petit cochon qui est juste ici, qui permet à votre comptable de savoir tout de suite quand le dossier a été taxé. Si jamais vous vous êtes trompé, OK, en admettant que vous ayez fait une erreur au moment où vous avez lancé votre veille, ou alors que votre dossier a évolué et que vous souhaitez changer le nombre de groupes, vous pouvez cliquer sur cette puce ici. Ça va vous permettre de modifier le nombre de groupes. Donc ici, il y a par exemple 2 groupes. Je peux décider de finalement le passer à 3 ou le passer à 1. Et à ce moment-là, par défaut, on vous proposera d'exporter un récapitulatif comptable à jour dans eNote. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble le nouveau récapitulatif comptable avec les émoluments à jour. Voilà, donc là, je vais cliquer ici sur « Enregistrer » et vous voyez ici, mon tableau s'est mis à jour et j'ai récupéré les émoluments pour
un groupe. Donc, je vais regarder rapidement. Je vous montre à quoi ressemble le récapitulatif comptable en PDF et je regarde les questions juste après. Donc, ça va être votre nouveau récapitulatif comptable version notaire instrumentaire avec exactement le reflet de ce que je viens de vous montrer sur l'interface Maestro, la charge d'études, le projet de taxe indicatif et ici, les émoluments qui sont détaillés. Donc ça, on est vraiment dans le cas classique où vous êtes notaire instrumentaire. Alors, je reprends les questions. Alors, dans la cour d'appel de Montpellier, on a le partage de plumes. Donc, pas de notaire instrumentaire et notaire en second, soit on rédige le compromis, soit on rédige l'acte. Quel notaire doit le faire? Ça, c'est une super question. En fait, pour tout vous dire, il y a eu beaucoup de questions liées à des pratiques de chambre en local. Je pense notamment aussi au Grand Paris, où on a reçu des questions de notaires du Grand Paris parce qu'ils ont une façon de faire qui est assez spécifique de leur côté aussi. En fait, concrètement, a priori, dans votre cas, il me semble que ce soit beaucoup plus logique que ce soit le notaire qui rédige l'acte, qui s'en occupe. Cela dit, les chambres en fait vont être amenées à clarifier ça. C'est-à-dire, je sais par exemple qu'il y a des discussions en cours là déjà cette semaine dans certaines chambres qui vont venir en fait expliciter le rôle de chacun. Voilà, et dire chez nous, si jamais on déroge à la règle ou voilà comment on l'adapte à nos contraintes locales. Pour l'instant, comme c'est très nouveau, et que les chambres ont eu, en fait, entre guillemets, j'ai l'impression, le même niveau d'information que nous, c'est-à-dire que c'est arrivé sur leur table vendredi, il n'y a pas encore eu, en fait, à ma connaissance, de chambre qui se soit vraiment explicitement positionnée en décalage ou en dérogation par rapport à cette règle générale. Nous, ce que l'on a fait comme choix, évidemment, dans l'interface, c'est d'appliquer la règle générale et de vous laisser, évidemment, l'adapter. Je pense que dans un tout premier temps, ça va donner lieu à des échanges avec vos confrères, juste pour vous assurer en début de dossier que vous êtes bien d'accord sur qui fait quoi. Du coup, un point important, je reprends une question qui vient de tomber. Donc, en cas d'alerte, effectivement, ça va être le notaire instrumentaire. En cas d'alerte, celui qui a fait ici, hop, si jamais il y a une alerte sur ces résultats, qui va en fait les voir dans Maestro. Je vous montrerai juste après la partie notaire en second. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, attention, c'est pas forcément le seul à faire une déclaration de soupçon. Cette circulaire, en fait, elle ne vous exonère pas de votre responsabilité si jamais, et je dis bien si, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre dossier. Si vous ne le sentez pas, si vous avez fait des recherches par vous-même, dès le début, il y a quelque chose qui vous paraît bizarre, vous allez creuser, peut-être que vous allez récupérer des informations sur vos clients. Peut-être que même si vous êtes notaire en second, si vous avez un gros doute, en fait, vous lancez quand même une veille Maestro en tant que notaire instrumentaire. Comme ça, vous avez la totalité des résultats et ça vous rassure. S'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, etc., vous êtes évidemment censé faire votre déclaration de soupçon. Attention, vous n'êtes pas exonéré sur ce point et donc c'est important. Par contre, normalement, votre confrère, quand vous êtes notaire en second, votre confrère est tenu de vous transmettre les résultats. Ça aussi, ça a été clarifié par la circulaire, sans délai. OK? Donc, il n'y a plus de « Ah ben non, je ne l'ai pas fait, je suis en retard, je l'ai fait, mais je les garde pour moi », qui est parfois des réactions qu'on entend, nous, au téléphone. Chez certains notaires nous font part de choses comme ça. Donc, non, ça, c'est fini. Le notaire instrumentaire doit vous remettre en fait les résultats de ses recherches. Ça va vous permettre de vous rassurer sur la situation du dossier et vous soyez serein pour avancer dessus. Alors, je vais vous montrer maintenant. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur la partie notaire instrumentaire ou est-ce que ça vous semble, et d'ailleurs, je suis aussi intéressée de vos réactions, est-ce que ça vous semble clair comme parcours pour le cas où vous êtes notaire instrumentaire? Je vous laisse réagir. Alors, Julien, j'ai bien vu votre question. Je vais y répondre dans une minute, dès que je vous montre, comment ça se passe sur la veille quand vous êtes notaire en second. Alors, dans une succession, à quel moment on taxe? Alors, normalement, ça devrait vous faciliter la vie, cette circulaire, parce qu'effectivement, il n'y a plus qu'un moment où vous taxez.
Donc, c'est vrai que j'imagine que votre question, Céline, c'est est-ce que c'est à la noto, à la DS ou autre? C'est une très bonne question. Moi, ça me paraît logique de taxer au premier, étant donné que c'est une opération que vous devez faire en amont dans votre dossier, dès l'ouverture, pour vous assurer que vous pouvez dérouler la suite sereinement. Donc, pour moi, ça ne me choque pas de taxer au premier acte, au contraire. Eh bien, écoutez, si c'est clair pour tout le monde, je vais passer à la veille en second. Alors là, je vous demande d'être attentif parce que c'est là où on a pas mal de différences par rapport à comment ça se passe aujourd'hui sur Maestro. Donc, je reprends mon dossier en admettant que finalement, mon dossier lunaire, j'ai la joie d'avoir un confrère et donc je suis notaire en second. Je vais cliquer ici. Et là, vous voyez qu'il y a une petite infobulle qui apparaît ici. Et ça va répondre à la question que j'ai déjà eue 3 fois dans ce chat et que vous étiez certainement nombreux sur les 122 à vous poser. En fait, on a fait le choix chez Maestro de vous offrir la veille quand vous êtes notaire en second. En fait, ça nous semblait normal d'investir sur ce sujet parce que vous n'avez pas d'émolument lorsque vous êtes notaire en second. Et la circulaire est très claire sur le point que vous n'avez pas le droit de refacturer l'usage d'un outil comme Maestro en débours. Et donc, c'est un choix qu'on a fait. C'est un investissement qu'on fait parce qu'on voilà, on souhaite que ça ne vous prive pas de faire les vérifications que vous devez faire, qui sont en plus souvent particulièrement pénibles pour ceux qui font le jet des avoirs à la main ou qui l'ont fait à la main encore récemment. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc, à partir du moment où vous êtes notaire en second, la veille vous est offerte par Maestro. Et là, ça va être la même chose. Je vais pouvoir sélectionner mes comparants comme d'habitude. Et puis, ici, lancer ma veille. OK ? Donc, la veille, ici, vous voyez, j'ai déjà eu mes résultats. Donc, vous avez tous le résultat en live. Je ne fais pas l'objet d'une mesure de sanction. Vous êtes heureux de le savoir. Et donc, ce qui va changer, c'est que sur la partie émolument, eh bien, on vous informe, vous êtes notaire en second, seul le notaire instrumentaire donc, perçoit des émoluments, mais cette veille vous est offerte par Maestro. Je vous laisse réagir dans le chat. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez des questions sur cette partie notaire en second. Alors, je vois des petits pouces. Vous avez aussi l'option réaction par smiley. C'est très pratique, effectivement. Ça permet de montrer que vous êtes content de la façon dont on a fait les choses. Génial. Maître Diaz, j'ai pensé à vous effectivement sur votre question sur le notaire du Grand Paris. Je vais vous faire une réponse là-dessus. Merci. Eh bien, écoutez, tant mieux, c'est super. Alors, Xavier Montenon, vous avez une question. Quid du cas où je suis notaire en second et que je reçois un prêt avec garantie hypothécaire? Là, je ne suis pas sûre que ça déroge à la règle. Pour moi, c'est exactement la même règle qui s'applique. Donc, effectivement, oui, le but, c'était de simplifier la gestion. Donc, pour ceux parmi vous qui sont comptables. Donc, déjà, les comptables, j'en profite pour vous dire, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez accès dans Maestro à une page un peu magique, qui est la page paramètres, ici, en bas à gauche. Et sur cette page paramètres, vous retrouvez toutes les factures que l'on envoie via Maestro et que vous recevez d'habitude par email. Donc, voilà, ça vous simplifie la vie déjà, je vous le dis, parce que parfois les comptables ne sont pas au courant, les factures sont bien dispo ici. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a choisi de faire ce switch le 1er juin, comme ça. Voilà, pour terminer jusqu'à demain, on est sur l'ancien mode de facturation. Vous lancez vos veilles comme d'habitude, il ne se passe rien. Et à partir de lundi, donc vous pourrez lancer des veilles en second qui ne seront pas facturées. Et donc, elles ne seront pas en fait mentionnées dans l'Excel de facturation que vous avez l'habitude de recevoir chaque mois de la part de l'équipe finance de Maestro et notamment de mon associé Rodolphe. Super. J'ai l'impression qu'on a une autre question. Alors, si nous sommes notaires en second, nous ne vérifions plus le BODAC pour nos clients, c'est le notaire instrumentaire qui doit le faire. Moi, c'est ma compréhension, clairement, quand j'ai lu la circulaire. Donc oui, c'est pareil, ça fait partie des choses sur lesquelles on a… Et c'est assez logique, en fait, quand on y réfléchit. La situation d'avant, elle donnait lieu à une forme de confusion qui était que on pouvait parfois être amené à avoir 2 notaires qui faisaient les mêmes démarches sur le même dossier.
Or, ça contrevient au principe du tarif qui est que ça ne doit pas coûter plus cher d'avoir deux notaires. Et donc, cette circulaire, elle amène cette clarification de ce côté-là, ce qui est très bien. Et donc, voilà, nous, on a pris le parti de la prendre de façon littérale et de dire qu'effectivement, eh bien, le BODAC sera fait seulement par l'un des deux. Évidemment, il doit vous communiquer les résultats. Alors, le webinaire, il y aura un replay. Donc, on va vous envoyer ça. On l'enverra très probablement lundi, le temps qu'il soit prêt et indexé correctement. Alors, est-ce qu'il y aura un support papier du webinaire? Merci, Maître Janvier, pour votre question. Vous n'êtes pas loin de chez nous, donc je pense que vous subissez la même canicule. Bon courage. C'est un très bon point. C'était pas prévu, mais on peut évidemment le faire. Et on peut vous l'envoyer pour que, effectivement, ce soit diffusé à tout le monde et qu'on reprenne un petit peu les points qu'on a vus ensemble. Alors, si nous envoyons le solde d'un compte à un confrère, sommes-nous obligés de relancer Maestro? Alors, non, puisque vous envoyez à un confrère. Donc, à partir du moment où c'est un confrère, en fait, il faut vraiment vous dire la façon dont il faut réfléchir à cette chose-là quand vous êtes comptable et que vous appuyez sur la validation de votre virement, c'est vous dire où part l'argent. OK? Si l'argent part chez un confrère, en fait, en théorie, ça reviendrait à vérifier le gel des avoirs sur votre confrère. C'est à votre confrère de vérifier derrière si lui, il reverse ce solde-là à son client. C'est à lui de vérifier que, effectivement, le client n'a pas de problème au gel des avoirs. Et c'est aussi pour ça que dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, la circulaire rappelle que l'obligation du gel des avoirs, elle a à la fois lieu pour le notaire instrumentaire et le notaire en second. Dernier point, un point que je ne vous ai pas montré. Hop là, tac, je vous montre simplement à quoi ressemble ici. Ça, c'est le justificatif, donc le fameux PDF de justificatif de veille. Vous avez l'habitude de voir donc cette version ici. Eh bien, lorsque vous êtes notaire en second, il y aura simplement la liste du gel des avoirs avec ici la clarification, l'étude des notaires en second. Seul le gel des avoirs a été vérifié. Voilà. Donc, tout ça sera évidemment présent. Ce que ça va changer aussi pour vous, les comptables, c'est que le récapitulatif comptable que je vous montre ici, évidemment, il n'est pas exporté lorsque vous êtes notaire en second. Il n'y a pas de récap comptable puisqu'il n'y a pas de charge d'étude et il n'y a pas d'émolument. C'est une opération qui est complètement neutre pour l'étude. On vous protège, on vient sécuriser votre dossier, mais ça n'a aucun impact pour vous en comptabilité et ça vous simplifie la vie. Dernière chose, la circulaire, elle parle de quelque chose qui est important. Elle parle de donc cette obligation pour vous de transmettre les résultats à vos confrères. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Je voulais simplement vous donner une petite info ici. On se pose la question de comment on rend ce partage facile pour vous. Aujourd'hui, vous envoyez des PDF. C'est super, ça marche et c'est facile. Demain, vous êtes déjà nombreux à utiliser Maestro, donc on se pose la question de est-ce qu'il y a quelque chose d'intelligent à faire pour fluidifier un petit peu que votre confrère soit sur Maestro ou qu'il ne soit pas sur Maestro. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler. On a une conception qui est en cours. Si vous avez des idées là-dessus, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous en faire part parce que ce sera bienvenu. Alors, Céline, est-ce que Maestro vérifie le GAFI? Oui, bien sûr, on le vérifie, mais on le vérifie là où il doit être vérifié, dans la fiche de vigilance. C'est-à-dire, le GAFI, c'est vraiment une obligation de vérifier que les fonds que vous envoyez ou que vous recevez ne transitent pas par un pays qui est sur la liste du GAFI. Et donc, ça, c'est quelque chose que l'on vérifie automatiquement dans cette partie-là. Donc, ici, par exemple, si j'ai des fonds qui viennent de Monaco et que je renseigne Monaco, eh bien, on va venir ici vous donner une alerte en vous disant, attention, ce pays, il est sur la liste grise du GAFI, il est aussi sur la liste de l'UE des pays et territoires non coopératifs en matière fiscale, la fameuse PTNC. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on vérifie à cet endroit-là. Le GAFI est inclus, évidemment, dans ce fameux émolument LCBFT à 56,60 €. On va vérifier, nous, de notre côté, si vous avez des suggestions d'évolution. Je pense notamment aux fameux 5 groupes, donc n'hésitez pas. Et puis, donc, ma collègue Alissa va vous coller le lien vers le calendrier de Mathieu, qui est dans notre équipe. Si jamais vous pensez à des notaires que notre solution pourrait aider, eh bien, ils peuvent, on nous demande souvent ça, d'entrer en contact. Le lien que va mettre Alissa tout de suite dans le chat va permettre de réserver un échange avec une personne de l'équipe. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce lien et à le transmettre.
Pour tous ceux qui n'ont pas les paramètres, on est en train de le noter, c'est parce que vous n'êtes pas enregistré en tant que comptable ou en tant qu'admin de l'étude. C'est quelque chose qu'évidemment, on peut changer à votre demande. Donc, je vais vous mettre tout de suite l'adresse à laquelle vous pouvez faire votre demande à votre service maestro-tech.fr. Voilà, et donc n'hésitez pas, ça c'est notre adresse, vous nous appelez ou vous nous envoyez un petit mail et on s'occupera de vous donner les droits. Voilà. Un grand merci à tous et puis je vous souhaite une très très bonne journée et on vous envoie tout ça dans les prochains jours. Bonne fin de semaine, faites attention à vous, hydratez-vous et puis bonne recherche chez CBFT.